Vous écoutez Apéro Cigare. Le podcast où on parle d'actualité sans vous endormir. Cet épisode est le dernier de la saison 4. Oh my god, en plus on parle de météo, de moments de l'année. Saison, ça catch-tu? Printemps, été. Écoutez ça. Nous sommes présentement le mois de mai 2023 et je suis en compagnie d'Hélène Bernardo pour cette émission d'Apéro Cigare qui sera notre dernier de cette saison numéro 4, je pense, d'Apéro Cigare, non? C'est pas 3, 4, 5, 8? C'est pas important. C'est pas important les chiffres, Hélène. Nous sommes à Apéro Cigare et je suis avec Hélène Bernardo. Là, je voulais te sortir une introduction de malade. Il faut que tu te fasses une liste d'adjectifs qualificatifs. Comme ça, chaque épisode, t'en as un nouveau, genre. Ben, parlant de listes et d'adjectifs, ça va tellement aller chercher ma brique, donc bravo pour cette transition. Cette semaine, il y avait la CAQ qui, à l'Assemblée nationale, a fait un jeu où elle devait... Tu sais, quand on était jeune, on avait une liste de mots qu'on devait utiliser un peu à chaque moment. Ben, en fait, la CAQ a joué à ça, mais à l'Assemblée nationale, moi, je leur dis bravo, honnêtement. Mais c'est ta brique ou c'est ton étoile? C'est mon étoile, c'est mon étoile. Comment tu peux réussir dans un discours politique à dire le mot croquignolesque? Honnêtement, chapeau. Voilà, c'est très Emmanuel Macron. J'avoue que Macron le dit aussi, mais... et c'est pas ton préféré. Mais, non, mais il y a aussi le mot bourgarde, winterisation. Quand même, winterisation. Ça veut dire quoi, ça? J'imagine que c'est quand l'hiver s'hivernise. Donc c'est un anglicisme? Hélène, tu joues tellement sur... Tu vois, t'es tellement cynique, Hélène. Hélène, Écoute, toi, c'est quoi ta brique cette semaine? je pense que je vais donner ma brique à la CAQ. OK, fait qu'on a comme une étoile brique. Ouais. C'est... Mais en fait, ma brique rejoint le thème de l'émission, puis l'actualité, parce que c'est François Legault qui va à Baie-Saint-Paul exprimer tout son malheur, comme « Ah, c'est dramatique ce qui arrive, on n'est pas préparé », mais comme « Bro, c'est toi qui es censé préparer un pays à un désastre. » Comme ça te tenterait pas d'investir dans des infrastructures qui sont pas du blanchiment d'argent pour tes chums de la construction? Donc, t'es en train de dire que le gars, il s'en va à Baie-Saint-Paul pour montrer son soutien à une communauté, et ça, c'est une brique? C'est du bullshit. C'est ça, c'est la sincérité qui est la brique, tu penses? Ouais. Mais je veux dire, j'ai toujours une petite brique pour la CAQ quelque part, tu sais. Peu importe qu'est-ce qu'il ferait, ça serait une brique quand même, je pense. Ouais. Même, toi, ta brique? Moi, ma brique, j'ai pas pensé, tu vois. Je vais y aller avec ton étoile, puis ça va me laisser le temps d'y penser. Moi, mon étoile, c'est un événement qui est pas encore arrivé, mais qui sera arrivé au moment où l'émission sera diffusée, fait que je suis vraiment dans la matrice, là. Mais dimanche, c'est quand même une étoile un peu personnelle, mais en même temps qui concerne quand même tout le monde. Puis, dans le fond, mon étoile, c'est la remise des médailles de l'Assemblée nationale, qui a lieu à chaque année. Fait que je suis invitée par un ami qui reçoit sa médaille à y participer. C'est une médaille qui va être remise dans le cas de mon quartier qui est Hochelaga par Alexandre Leduc qui est le député de Hochelaga-Maisonneuve. Fait que je vais pouvoir assister, ça a lieu dans un organisme communautaire, puis tu sais, Alexandre Leduc, on l'a eu en entrevue, c'est quelqu'un de très low-key, accessible, puis assez chummy, puis c'est ça, il récompense mon ami, puis j'ai appris que ma patronne était dans le comité qui avait décidé de qui allait recevoir sa médaille. Fait que je trouve ça le fun qu'il y ait plein de gens très cool que je connais. Tu sais, c'est une étoile vraiment personnelle, mais comme ça implique que des belles personnes qui font des belles choses pour mon quartier, qui est quand même un quartier assez particulier à Montréal. Puis, tu sais, mon ami, il reçoit une médaille parce qu'il est engagé dans la coalition des jeunes. Puis, il fait beaucoup de sensibilisation par rapport à l'itinérance auprès des jeunes. Puis, ma boss, elle a travaillé dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve pour les familles. Puis, en ce moment, c'est ça, je travaille dans un organisme qui accompagne les personnes immigrantes dans le quartier aussi. Fait que c'est des gens qui agissent directement pour la communauté, puis je pense qu'il faut qu'on rappelle qu'il y a des gens qui s'investissent et qui font la différence malgré les difficultés financières, politiques, tout ça, ça brasse. Ça brasse? Ouais, puis c'est le fun que les gens soient récompensés pour ça. Mais là, tu connais tout ce monde-là. Oui. Puis ce n'est pas démagogue du tout. C'est beaucoup d'entre-soi, hein? Ouais, je sais. Ouais. Touché. Puis je vais le dire officiellement aujourd'hui, mais moi, j'aimerais bien recevoir une médaille un jour, parce que je pense que je suis cool.
OK. On va t'en acheter une, Hélène. Là, regarde, médaille d'apéro cigare pour la meilleure co-animatrice. Ça te va? Qui m'entend. Oui, ça me va. Ça me va? Ouais. Ça te va? Une médaille en chocolat, non. Une vraie médaille? Ben, je sais pas, dis-moi ce que tu veux, là. J'aime le chocolat, j'aime l'or. J'aime l'or. OK. Écoute, c'est n'importe quoi, je suis un peu fatiguée. Quand même. J'ai trouvé ma brique. Tu parlais du quartier, qu'on vit beaucoup de choses. Puis notre sujet de cette semaine, spoiler alert, c'est les changements climatiques puis l'adaptation aux changements climatiques parce que on a vécu crise du verglas et on vit des inondations en ce moment. Moi, ma brique, c'est justement le fait que on est très et là, on va le dire tantôt, mais on est très réactif au lieu d'être proactif. Je trouve que ça fait tellement longtemps qu'on sait qu'il y a des changements climatiques, qu'on sait qu'on va devoir s'adapter, qu'on va vivre des épisodes extrêmes. On n'a rien fait pour s'y préparer. Et là, on arrive justement au jour, et on parle toujours des changements climatiques, on parle toujours de réchauffement climatique, mais on parle jamais que la planète va se réchauffer, peu importe ce qu'on fait. Donc, je veux dire, préparons-nous à ça et créons un environnement, on va parler tantôt de résilience, mais créons un environnement qui va nous permettre justement d'être résilients. On parle de changement climatique, mais on parle jamais d'adaptation, de résilience et de se préparer au changement climatique. Pourquoi, à ton avis, on n'en parle jamais? Est-ce que c'est un défaut de la part des médias? Est-ce qu'il y a un manque de sensibilisation? Est-ce qu'on ferme les yeux face à quelque chose qui nous fait peur? Est-ce que c'est trois réponses? Je pense aussi que, l'idée, ça nous fait peur, mais aussi, je pense qu'on n'oublie jamais à quel point on est privilégié aujourd'hui dans une société au niveau du confort qu'on a. Je veux dire, nos grands-parents ont vécu la Deuxième Guerre mondiale. Pas les tiens, je pense. Mais oui. On les envoyait pour vous aider, vous les Européens. On vous a servi, vous les Européens. Okay. Mais nos grands-parents ont vécu des épisodes assez difficiles, puis tu sais, aujourd'hui, on vit quand même un niveau de confort qui est pratiquement inégalé dans l'histoire et c'est difficile de renoncer, je pense, à ce niveau de confort-là. Mais on le voit aujourd'hui, c'est que on vit dans une accumulation matérielle. Est-ce que c'est vraiment ça qui nous rend heureux? Je te pose la question, Hélène. Je te pose. Moi, je pense pas, mais c'est très personnel. Puis je pense que, tu sais, c'est le genre de choses qui... J'ai l'impression que je suis entourée beaucoup de gens qui pensent comme moi, donc il y a quelque chose de très rassurant à me dire que ok, la société change, comme on est tous très au courant qu'il faut déconsommer, puis déproduire, tu sais, puis décroître et tout. Mais en fait, peut-être que je suis trop dans ma bulle, puis que je m'enforce sur des plateformes qui rejoignent mes opinions, puis que je m'entoure. Ouais, c'est ça, genre ce que je vois autour de moi, c'est super positif, mais en fait, ce que je vois à l'échelle de la société, c'est ça fonctionne pas. Fait qu'on va en parler dans cette émission, mais tout ce qui est intelligence collective, là, il y a quelque chose qui bloque puis qui marche pas. Absolument, absolument. Puis parlant d'intelligence collective, il y a des gens collectivement qui ont créé des alcools absolument sublimes au Québec. Je savais pas que je m'en allais avec ça. Je savais que ça... Une transition, une subtilité. Tu vois, la résilience, l'adaptation au changement. Ouais, toi, tu t'adaptes quand même, pas mal à ta propre émission. Surtout qu'il y a de l'alcool et de l'improvisation, j'ai pas le choix, Hélène. OK. Qu'est-ce qu'on boit cette semaine? Eh bien, écoute, c'est une sélection par Jeffrey Hull, aujourd'hui. Et le petit gars du dépanneur en bas sur le plateau. Pour vrai, j'ai jamais entendu parler de cette brasserie, mais j'ai bien envie d'en entendre plus parler parce que j'aime beaucoup ce que je bois. C'est une bière blanche, une wheat beer à la framboise par la Memphrey, qui est une brasserie de Magog, des cantons de l'Est, brassée pour le bien commun au collectif Brassicole Ensemble. Bière donc de framboise, de miel fermenté avec de la levure belge. Pour vrai, c'est tout en douceur, mais ça a quand même beaucoup de personnalité. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Trouves-tu intéressant qu'on parle d'intelligence collective puis c'est brassé pour le bien commun? Oh my God! Voilà! Et après, mais, hey, pour vrai? J'ai tellement pensé à ça je vais dire en étant sur mon vélo, en m'arrêtant au dépanneur. C'est très Montréal, là, ce qu'on fait, une petite bière de micro en parlant de réchauffement climatique puis de résilience. Une wheat beer avec 2 personnes sur un maillot de bain des cantons de l'Est. C'est super pratique. Oh mon Dieu, en tout cas. On démarre cet épisode d'Apéro Cigare. Avec plaisir. Vous écoutez Apéro Cigare. Cheers.
Vous êtes à Apéro Cigare et cette semaine à l'émission, on a la chance d'avoir une personne extrêmement qualifiée dans le domaine des changements climatiques, mais aussi de tout ce qui est environnement, météorologie. Je veux pas Hélène, te vendre le punch, mais on a vraiment quelqu'un qui est extrêmement intéressant parce que on voit que les inondations, on voit beaucoup de changements climatiques ces temps-ci. Et donc, Hélène, je te laisse introduire notre... Je te laisse les mots difficiles. Là. Yes, on est avec Philippe Gachon, qui est professeur de hydroclimatologie au département de géographie de l'UQAM et qui travaille en collaboration avec plusieurs instances gouvernementales et plusieurs universités du Québec. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Très bien, merci et vous? Pas trop humide? Non, ça va. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites en climatologie, météorologie? C'est quoi votre métier? C'est quoi la discipline? Avec qui on travaille quand on est dans ce milieu-là? Quel genre de science c'est tout ça? Alors, ça fait 22 ans que je travaille dans le domaine. J'étais chercheur en environnement Canada et depuis 2014, je suis professeur d'hydroclimatologie à l'UQAM. Alors, qu'est-ce que ça mange en hiver un prof d'hydroclimatologie? D'abord, j'enseigne la climatologie, donc le système climatique terrestre. J'enchaîne également un cours d'hydroclimatologie. Savoir que, par exemple, le régime de précipitation et de température influence évidemment nos rivières. On le voit évidemment en ce moment avec les inondations qu'on a actuellement encore dans la vallée d'ailleurs de l'Outaouais, puis qu'on a vu évidemment récemment dans Charlevoix et la Naudière. Alors, je travaille sur le changement climatique à partir de plusieurs choses, à partir de plusieurs outils. Dans mon groupe de recherche, qui est le Centre ESCAIR, études et simulation du climat à l'échelle régionale, on développe, là j'explique la partie recherche, si vous voulez je parlerai de mon enseignement un petit peu tout à l'heure, mais la partie recherche, on développe un outil qui est un modèle régional du climat pour être capable de, non seulement de faire des simulations de changement climatique, et de développer une information justement appliquée sur différentes problématiques. Donc ça peut être sur les inondations, ça peut être sur la santé publique. Je travaille par exemple avec l'Agence de santé publique du Canada pour voir comment le changement climatique, à part des simulations qu'on réalise ou que d'autres réalisent, par exemple les maladies vectorielles, le virus du Nil, le virus du Zika aussi dans le cas de certains virus qui nous viennent du sud, la maladie de Lyme est en train de se propager. Elle est déjà présente en ce moment au Québec, en Ontario, et avec le réchauffement du climat, elle va se propager vers le nord par exemple. Je travaille également avec des collègues en santé publique pour voir aussi comment le changement climatique affecte la santé, en particulier lors des phases de canicule. Donc on a développé par exemple avec des collègues comment définir justement une canicule basée sur les impacts sanitaires. Okay? Parce que la canicule, par exemple, tue températures très élevées, en particulier les personnes vulnérables qui ont des problèmes cardiovasculaires, les jeunes enfants aussi qui ont la difficulté à réguler leur température. Ils sont beaucoup affectés par les températures élevées. D'ailleurs, on l'a vu, la canicule de 2021, juin 2021, a tué plus de 700, pas loin de 700 personnes en Colombie-Britannique. Donc, surtout les personnes, encore une fois, vulnérables, âgées ou des jeunes enfants. Donc, je travaille sur ces enjeux-là. Je travaille également avec des collègues en foresterie. Pour la prévisibilité des feux de forêt, c'est un enjeu majeur. On en a parlé évidemment beaucoup l'année dernière en Europe parce qu'il y a eu des feux de forêt énormes, mais on en a eu, vous vous rappelez, dans l'été 2021 en Colombie-Britannique avec une ampleur de feux de forêt qu'on avait rarement vu à travers le pays, suite d'ailleurs à des canicules, à des sécheresses qui ont engendré, dès qu'il y a eu des orages, des départs de feu qui ont pris une envergure, une étendue qu'on avait rarement vue dans ce coin-là du pays. Donc, tout ça pour dire que les outils de modélisation, ils servent, oui, à étudier aussi le climat, les systèmes météorologiques. Par exemple, je travaille aussi sur les tempêtes. Comment les tempêtes affectent à la fois l'occurrence des vents violents, des vents intenses, l'impact que ça peut avoir sur les coupures d'électricité, ou même les vents violents, qui sont la principale cause des coupures d'électricité ici au Québec. Avant d'ailleurs les tempêtes de verglas, qu'on a connues évidemment, comme vous le savez, début avril. Donc, vraiment une panoplie d'applications avec des modèles comme ça qui nous permettent justement d'appliquer à des échelles locales, régionales, et développer une information applicable justement à l'échelle des bassins versants ou à l'échelle des villes sur des résolutions beaucoup plus fines que certains modèles qu'on utilise pour le rapport du GIEC, qui sont des modèles globaux mais à plus basse résolution. Voilà. Il y a énormément de gens qui mélangent le climat et la météo. Des gens qui vont dire, il neige encore en hiver, donc où sont les changements climatiques? C'est quoi fondamentalement la différence entre le climat et la météo?
C'est une excellente question. Alors, parmi les premières choses que je donne, je vais revenir à mon enseignement en climato, parce que je fais aussi une formation de météorologue. Alors, le climat, on le définit souvent comme une représentation de toutes les séquences météorologiques qui affectent un lieu, Montréal, sur des séquences de 30 ans. Okay, donc on fait une moyenne des conditions de température, de vent, de précipitation, et on prend en général, tel que défini par l'Organisation météorologique mondiale, des périodes de 30 ans pour définir les climatologies. Ça peut être évidemment la moyenne, ça peut être également l'écart type ou d'autres types de statistiques. Donc en réalité, et c'est une excellente question que vous posez, le climat, s'il change, ça veut dire que quelque part, la météo est en train de changer. Puisque le climat n'est simplement qu'une représentation de toutes les séquences météorologiques, si le climat change, si les températures augmentent, ça veut dire que les séquences météorologiques sont en train de changer. Par exemple, on a plus souvent des canicules en été et qui durent plus longtemps ou elles apparaissent plus tôt. Un exemple tout bête, en ce moment, on vient de battre des records non seulement d'un coup de pluie dans l'Est, mais dans l'Ouest, ils viennent de battre des records avec du 30 degrés à Edmonton. On est juste début mai, là. OK? Je vous l'avais dit. Donc, il y a un gros centre d'achat. Donc, les séquences météorologiques, il y a une distinction d'un point de vue statistique, mais en réalité, le climat, ça vient du mot grec, climat qui veut dire inclinaison, c'est une origine grecque, inclinaison. Le premier facteur qui explique le climat, c'est l'inclinaison du Soleil sur la Terre. Puis, dépendamment où on est sur la Terre, évidemment, on n'a pas la même quantité d'énergie qu'il reçoit. Et la météore, ça veut dire, en fait, l'étude des processus, du temps qui fait. Donc, météorologie, logos, c'est le discours ou la connaissance des phénomènes, en particulier précipitation, vent, etc., pour expliquer comment ces phénomènes-là se forment. Donc, ça prend une base en physique, en sciences de l'atmosphère. Puis en climatologie, de plus en plus, c'est pas juste un problème statistique, ça prend aussi un certain nombre de connaissances, oui en statistique, mais aussi en météorologie, pour comprendre comment, par exemple, les séquences météorologiques et les phénomènes extrêmes sont en train de changer dans le contexte, par exemple, du réchauffement, qui nous affecte actuellement et qui nous affectera au cours des prochaines décennies. Donc, sur un climat, donc sur un horizon de 30 ans, il y a des phénomènes météorologiques brefs qui forment l'ensemble du climat, finalement. Absolument, et je vais donner C'est vrai aussi. Oui. OK. Alors, je vous donne un exemple concret. Là, on parle d'inondation en ce moment. Un événement météorologique peut être responsable de la quantité qu'on obtient, par exemple, sur tout le mois. Okay? Donc, par exemple, je vais prendre un exemple. Montréal reçoit à peu près, au mois d'août, 100 mm de précipitation, 90-100 mm au total pendant le mois. Mais on peut très bien avoir un orage qui va apporter 90 mm. On a vu dans le Charlevoix la semaine dernière, en fait cette semaine, 4 jours d'accumulation de pluie, 140 mm. Donc, c'est plus que la moyenne, normalement, qu'on reçoit sur tout le mois. Donc, un événement peut être responsable à la fois de la valeur climatologique, mais aussi des extrêmes, si surtout ces phénomènes-là se reproduisent. Dans ces séquences météorologiques, dépendamment de leur nombre, de l'occurrence, mais aussi de leur intensité, vont à la fois affecter la climatologie et aussi les changements qu'on observe, et ça va évidemment affecter une partie en fait de ce qu'on observe. Je donne un exemple, dans le contexte du réchauffement, on a de plus en plus de précipitations intenses. On n'en a peut-être pas nécessairement plus souvent, mais quand elles se produisent avec des intensités plus importantes, parce qu'il y a une loi physique qui est fondamentale. Plus l'atmosphère est chaude, plus il peut contenir d'humidité, et plus ça peut se transformer en des précipitations intenses. Et cette loi-là, qui s'appelle la loi de Clausius-Clapeyron, c'est une loi exponentielle. Donc, non seulement ça augmente avec la température, mais ça augmente de façon exponentielle. Donc, au-delà de certains seuils de température, on peut voir des intensités beaucoup plus fortes. Ce qui est le cas. S'accélérer, finalement. Voilà. Et c'est ce qu'on voit. Je vais vous donner un exemple, encore une fois. Et ça, c'est problématique pour le Québec. On voit non seulement des occurrences, donc des précipitations plus souvent qu'autrement au printemps, surtout au mois d'avril et mai, qui sont les 2 mois qui sont en train d'avoir des tendances significatives sur les 70 dernières années, mais on voit les intensités augmenter. Et en particulier, les extrêmes de précipitation. Alors, il va falloir analyser d'ailleurs si on a non seulement des extrêmes plus forts ponctuellement lorsqu'ils se produisent, mais si la durée des phénomènes change, comme on vient de le voir, parce que pendant 4 jours, quand il se met à pleuvoir, puis c'est les grandes quantités à chaque jour, on voit l'importance que ça finit par avoir, notamment sur l'occurrence des inondations. Moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui s'est passé début avril dernier.
c'est quoi une tempête de glace? Pourquoi c'est arrivé à ce moment-là? Les conséquences, on les a vues, on les connaît, mais c'est quoi l'origine de tout ça? Alors, faut savoir que ici au Canada, en particulier dans l'est du pays, la vallée du Saint-Laurent et Terre-Neuve, une partie des Maritimes, on est dans la région où on a la plus grande fréquence et les plus grandes quantités d'accumulation de verglas au Canada. Okay? Déjà en partant. Est-ce que c'est unique dans le monde? Il y a d'autres régions dans le monde où il y a des tempêtes de verglas comme au Québec, mais à ma connaissance, pas aussi fréquemment qu'on en a. Alors, pour revenir à la question à propos du mois d'avril, on était dans une situation, on s'est retrouvé à avoir, ce qui favorise le verglas, c'est des contrastes de température dans l'atmosphère. Par exemple, une zone d'air chaud, des températures plus chaudes en altitude, puis on a par contre une inversion dans les basses couches avec des températures qui sont en dessous du point de congélation. Et quand l'eau qui tombe sous forme liquide arrive sur le sol ou arrive sur une surface, elle gèle instantanément. On peut avoir d'autres types de précipitations verglaçantes qui sont liées à d'autres processus. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais ce qui est arrivé au mois d'avril, c'est qu'on avait les conditions favorables. Tout le monde espérait avoir le début du printemps. Mais non, on a eu encore des accumulations de neige. D'ailleurs, faut pas oublier que l'inondation qu'on a eue, c'est parce qu'il y avait encore beaucoup de neige dans le Charlevoix. Il y avait 1 mètre de neige en haut dans certains massifs. Donc, on a eu des conditions favorables à la fois de présence d'air froid près de la surface, certaines températures plus chaudes en altitude, et le système a fait favoriser l'accumulation de verglas pendant plusieurs heures, ce qui a engendré les dégâts qu'on a connus à Montréal. Montréal, je pense, c'est un peu plus de 35 mm de verglas. Dans la rive sud, c'était un peu moins. Mais il y a eu vraiment, à la fois dans l'Outaouais et une partie en fait de la vallée du Saint-Laurent autour de Montréal, les plus grandes accumulations avec les dégâts qu'on a connus. Et juste pour terminer, les effets de vallée sont loin d'être négligeables, parce que on a généralement l'air froid qui a tendance justement à envahir les vallées. On le voit pour ceux qui connaissent, ceux qui vont faire du ski aussi, ils le savent. Dans certaines vallées, par exemple des Alpes, l'air froid est souvent plus froid en bas, notamment dans les vallées, qu'un peu plus haut en altitude. Le dernier élément, et ça c'est très important, c'est qu'on est dans des conditions aussi favorables parce que la vallée du Saint-Laurent et la vallée de l'Outaouais, c'est la rencontre de la plupart des trajectoires, soit qui viennent de l'ouest, de systèmes qui ont soit emprunté les Grands Lacs ou qui nous viennent des Rocheuses, soit le système qui nous viennent du sud. Et dans ce cas-là, on a eu effectivement plusieurs systèmes qui se sont rencontrés à la fois dans la vallée de l'Outaouais et dans la vallée du Saint-Laurent, pour ce que j'en ai vu, et ça a engendré des quantités très importantes qu'on a connues. Voilà. Tu vois toujours les Ontariens et les Américains. Tu veux qu'on fasse. Donc, ça veut dire que ces phénomènes-là de verglas pourraient se reproduire beaucoup plus fréquemment. Donc, tu sais, ça revient à la question aussi de est-ce qu'on enterre aussi tous les fils électriques? Parce que là, tu sais, est-ce que si on fait rien, on répète les mêmes erreurs ou on va juste plus avoir d'électricité puis Hélène va tout sortir ses chandelles à l'érable dans 4 jours? Je faisais partie des rares foyers qui avaient encore de l'électricité. Moi aussi. Alors que j'habite au Hochelaga. C'est vrai, hein? C'est pas vrai que Hochelaga est avantagé par rapport aux autres quartiers. Montréal-Nord, pas. Est-ce que Alors, quand on regarde, il y a encore énormément d'incertitudes à savoir où, quand et est-ce qu'on va avoir des changements majeurs dans les précipitations verglaçantes. Parce que ce sont des processus, je n'explique pas dans le détail encore une fois, microphysiques qui sont assez complexes. Donc, ça nous prend d'ailleurs des modèles à très haute résolution et avec certains processus physiques qu'on est capable d'incorporer dans les modèles pour reproduire ces phénomènes-là. Alors, pour l'instant, il y a un gros point d'interrogation. Par contre, ce que je peux rajouter, c'est dans le contexte du changement climatique, on va avoir une variabilité, je parlais tout à l'heure des séquences météorologiques, qui va changer. On va avoir des contrastes de température dans certains mois de l'année, en particulier en hiver, qui vont être marqués, très importants. On l'a vu, on a des redoux en plein de mois de janvier, février. Vous vous rappelez certaines années, l'année dernière, si je me rappelle bien, il s'est mis à faire 12 degrés en plein mois de février. Okay. Cet hiver, d'ailleurs, au mois de décembre, d'un seul coup, on avait de la neige, puis on a eu température, il y a eu positive, il y en avait plus de neige. Donc, des contrastes, des sauts de température, des changements extrêmement importants. Et ça favorise justement ces contrastes, ce terme-là, dont j'en parlais tout à l'heure, air froid, air chaud d'altitude, potentiellement tous les ingrédients nécessaires pour générer des tempêtes de verglas. Alors, est-ce qu'elles vont se produire plus au sud, dans nos régions, ou un peu plus au nord ?
C'est ça qu'il va falloir qu'on regarde, parce que ça dépend des processus et des trajectoires des tempêtes. Et on s'attend évidemment avec le changement climatique que la plupart des trajectoires de tempêtes qui nous apportent les précipitations les plus importantes vont progressivement migrer dans le nord, là où les gradients de température avec le réchauffement vont être les plus forts. Pour l'instant, ils sont situés dans nos régions, mais ça va changer beaucoup. Il est clair, je termine là-dessus, c'est très important. Le Québec est un des endroits au Canada à connaître évidemment les plus grandes accumulations de neige, on s'entend, de verglas, j'en ai parlé, en dehors des Rocheuses, hein, et maritimes aussi, enfin tout l'est du pays, mais aussi les contrastes de température à grandeur de l'année, à longueur d'année, les plus importants du Canada. Oui. En particulier en hiver, quand l'hiver s'installe. Et il y a un facteur fondamental qui influence ça, c'est la baie d'Hudson. Oui, la baie d'Hudson. J'ai étudié ça d'ailleurs pendant mon doctorat, l'EFPAC de la baie d'Hudson sur la formation des dépressions, mais aussi sur le climat à l'échelle régionale. Il faut savoir que le Québec, c'est à peu près 1,54 million de kilomètres carrés. Juste la baie d'Hudson, c'est 1,22 million de kilomètres carrés. Et elle est juste au nord-ouest du Québec. Cette masse océanique, elle joue un rôle, mais moteur, dans non seulement les trajectoires de tempêtes, mais aussi les sources ou les puits de chaleur. Lorsque la baie d'Hudson est totalement gelée, tout l'air froid nous arrive. Il n'y a rien pour l'arrêter parce que l'air froid qui vient de l'Arctique ou du nord-ouest, il va en partie se réchauffer. Il y a énormément de transfert de chaleur par l'océan qui n'est pas gelé, tant et aussi longtemps qu'il n'est pas gelé. Puis une fois que tout est gelé, on coupe la chaleur. Donc à ce moment-là, l'air froid peut nous envahir, peut se refroidir non seulement sur la baie d'Hudson, mais quand ça arrive du nord-ouest, n'a pas de capacité de se refroidir. C'est une masse océanique majeure. Donc, si la baie d'Hudson change et est en train de changer, notamment en termes d'englacement, ça va automatiquement affecter une partie non seulement de la variabilité, des caractéristiques de nos systèmes météorologiques et des types de précipitations, de neige ou autre qu'on peut avoir sur une partie. Parce que c'est un des moteurs, c'est pas le seul, de la variabilité, notamment du régime de précipitation, mais aussi de température de l'est du pays. Donc, ce serait la baie d'Hudson. Il faut regarder la baie d'Hudson. Puis Il faut regarder plein de choses. L'océan Atlantique aussi joue un rôle très important. C'est un mode de variabilité. Je travaille aussi en partie là-dessus, qui est extrêmement important. L'Atlantique, évidemment, borde les deux continents européens puis américains. Même s'il est de plus petite taille que le Pacifique, il a une importance, notamment au niveau hémisphérique, hémisphère nord, majeure. La majeure partie des tempêtes et qui apportent des précipitations dans le bassin arctique et sur toute l'Eurasie, ça vient de l'Atlantique. Ça vient pas du Pacifique. Ah ouais. On a découvert ça, c'est pas moi qui l'ai découvert, c'est les collègues qui travaillent en géochimie parce qu'on peut, la composition isotopique, oxygène 18, oxygène 16 des océans, a une signature particulière. Donc, quand l'eau s'évapore, on peut retrouver cette propriété isotopique dans les nuages, de là où l'eau s'est évaporée. Et on s'est rendu compte, en faisant du traçage isotopique, que l'origine des précipitations qui s'en vont en direction de la Russie ou du bassin arctique, ça vient de l'Atlantique, ça vient pas du Pacifique. Wow. Parce que la majeure partie des tempêtes qui se forment et qui vont dans le bassin arctique, c'est l'Atlantique. Pour la raison, c'est une raison géographique. Le seul endroit où on a une ouverture majeure dans le bassin arctique, c'est entre le Groenland et la Scandinavie. C'est le passage de toutes les tempêtes qui s'en vont dans le bassin arctique, alors que de l'autre côté, vous avez la péninsule du Kamtchatka et l'Alaska qui empêchent les tempêtes qui vont aller dans le golfe de l'Alaska, mais qui ne remonteront pas jusque dans le bassin arctique. Et ça, c'est géographique. Donc, je reviens d'ailleurs à mon propos tout à l'heure. Le climat est avant tout une science de nature géographique parce qu'on ne peut pas expliquer le climat sur Terre sans expliquer la répartition terre-mer et les caractéristiques continentales qu'on a sur l'ensemble du globe. Vous avez perdu tout le monde quand vous avez dit isotopique. mais c'est vraiment intéressant. Oui. Donc, le détroit de Bering, finalement, c'est comme une grosse barrière naturelle. Oui, avec les reliefs, comme je disais, la péninsule du Kamtchatka, il y a quand même des reliefs très importants, et puis une partie des Aoussiennes, mais aussi l'Alaska, c'est quand même des reliefs qui montent à plus de 3000 mètres d'altitude. Donc, d'ailleurs, de temps en temps, il y a l'air froid qui peut descendre, mais pas de la même manière que ça peut descendre soit du côté scandinave, soit côté aussi, évidemment, du côté canadien. Je vous donne un exemple tout bête. On parlait de climato tout à l'heure et des séquences météorologiques.
À latitude égale, Montréal est à peu près la latitude de Bordeaux. Oui. OK? Ça, c'est quelque chose qui me fascine. On n'a pas moins 30 degrés à Bordeaux. Non, c'est vrai. On peut avoir 30 degrés comme à Bordeaux en été. Mais en hiver, il fait froid à Montréal. Et le principal facteur, c'est la masse continentale et la capacité qu'on a, faute de relief, d'avoir de l'air froid qui nous vient directement du bassin arctique. Alors qu'à Bordeaux, l'air froid qui vient du nord, il est passé sur l'océan Atlantique, qui est libre de glace. Il n'y a pas de glace dans la mer de Groenland, notamment très au nord. Et donc, cet air-là, cette eau plus chaude, va réchauffer les masses d'air et va favoriser le fait que la façade occidentale de l'Europe est beaucoup moins froide en hiver que ici au Canada, sur la partie est du continent nord-américain. Vous venez de débloquer un truc dans ma tête. Tous les hivers, je pense à ma famille qui est dans le sud-ouest de la France et je me dis, mais comment ça se fait qu'on est face à face et qu'on n'a pas la même température, mais c'est beaucoup plus clair. C'est l'Arctique, en fait, qui nous amène du froid. C'est les caractéristiques orographiques, la masse continentale. Une fois qu'on a couvert de neige, la baie du Son, je parlais tout à l'heure, là, tout est gelé. Il n'y a plus aucune transfert de chaleur de l'océan, je parle de la baie du Son et du continent, et les masses d'air froid, elles arrivent froides, elles ne se réchauffent pas. Wow. Fait que là, si là, le climat se réchauffe, la baie du Son va se réchauffer, non? Donc, on aurait finalement la Floride au Québec. Les snowbirds vont faire le chemin inverse. C'est là qu'on voit vraiment les changements, tu sais. C'est quand les snowbirds reviennent ici au mois de janvier. Ouais. Justement, si on parle de personnes et d'infrastructures, comment nous, on peut réagir à ça en tant que société, en tant que citoyen, citoyenne? Est-ce que tout ça, c'est plus grand que nous, puis on est juste victime du climat, de la météo, de la géographie? Comment on s'adapte? Est-ce qu'il faut investir de l'argent? Est-ce qu'il faut mettre des politiques en place? Est-ce qu'il faut que nous, on s'adapte biologiquement, physiquement? C'est quoi l'impact? Okay. Alors, je veux juste revenir un tout petit peu avant de répondre complètement à la question, parce que j'en parlais d'ailleurs avec des collègues aujourd'hui, juste pour montrer l'ampleur des réchauffements, en fait, des changements aujourd'hui qu'on observe. Il faut remonter à l'époque des dinosaures, il y a plus de 40, 75, voire même 100 millions d'années, pour avoir des taux de CO2 équivalents à ce qu'on a aujourd'hui. À l'époque des dinosaures, il y avait 1000 parties par million en volume de CO2 dans l'atmosphère. Aujourd'hui, on est à 420. Mais pendant certaines phases, la plupart des phases glaciaires, interglaciaires, on n'a jamais dépassé le 300 ppm. 300 par million en volume. Aujourd'hui, on est à 420, à peu près 420, un peu plus, parties par million en volume. On a augmenté le taux de CO2 depuis à peu près la milieu du 19e siècle, mais surtout au 20e siècle, comme on n'a jamais vu dans l'histoire de la Terre. Jamais. Pas avec la même rapidité. Même avec l'impact des météorites qu'on a vus et qui ont fait disparaître les dinosaures et qui ont provoqué un cataclysme, un refroidissement majeur, qui s'est produit effectivement assez rapidement. Mais le taux de CO2 n'a pas même changé dans ces époques géologiques aussi rapidement. On voit un réchauffement qu'on n'a jamais vu, à l'échelle même des phases glaciaires interglaciaires. Parce qu'il y a eu des phases glaciaires interglaciaires pendant le Quaternaire. Okay, pour revenir à ça. Donc, le réchauffement est en train de prendre une ampleur qu'on a rarement vue. La rapidité avec laquelle il se passe, c'est inusité à notre connaissance sur Terre. Okay? Donc, avec l'augmentation évidemment du taux de CO2 qui vient de l'activité humaine, notamment l'utilisation des combustibles fossiles et autres, parce qu'il y a l'agriculture aussi qui joue un rôle non négligeable. Bon, alors comment s'adapter pour répondre à la question? Comment trouver les solutions? D'abord, les solutions, elles existent. De tout temps, on a eu des changements climatiques, et les populations d'ailleurs autochtones ou les populations qui dépendent évidemment de leur environnement pour vivre, à la fois pour la cueillette et pour cueilleurs et pêcheurs, etc., dépendent de l'environnement. Il y a eu des changements, par exemple dans le Sahara, qui ont été drastiques, qui ont nécessité la migration des populations, une adaptation des populations, mais à ces périodes-là, les populations avaient naturellement une capacité d'adaptation. On a oublié ces connaissances traditionnelles pour la plupart du temps. Notamment nous, les Américains du Nord, et y compris, on va dire, tous les Occidentaux, on a un mode de vie qui est complètement, en grande partie, déconnecté de notre environnement. On a perdu cette capacité naturelle de s'adapter à un climat changeant. Alors, comme je viens de dire que les changements vont être majeurs, rapides, comme on a rarement vu dans le passé, ça veut dire qu'il faut trouver des solutions. Mais comme je dis, les solutions, elles existent. D'abord, évidemment, réduire notre empreinte écologique et réduire nos émissions, ça c'est une première chose. Mais
Quand bien même on réduirait toutes nos émissions aujourd'hui, le changement climatique continuera. Alors il existe des solutions. D'abord, revenir d'ailleurs ou emprunter, je dirais, des connaissances traditionnelles, les savoir-faire traditionnels, cette capacité justement à adapter son milieu, y compris notre mode de vie. Les autochtones ici vivent en grande partie, on les a sédentarisés, mais autrefois la plupart c'était des nomades. On était d'ailleurs tous la plupart des nomades autrefois, qui s'adaptaient à la saison des pluies. Quand on avait des pluies, on restait là, on développait l'agriculture. Après ça, on partait ailleurs, notamment au Sahel, parce que c'était la période sèche, etc. Donc un nomadisme qui était en accord avec l'environnement et notamment le régime de précipitation. Alors, on va pas tous revenir à une capacité d'être nomade, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des solutions qu'on peut utiliser, qu'on peut réutiliser d'une partie en fait de cette connaissance traditionnelle, comme je dis, on a en partie perdu. Il existe aussi d'autres solutions. Je vais donner un exemple parce que c'est très dans l'actualité en ce moment. Des solutions basées sur la nature. Les rivières, par exemple, ont une capacité naturelle à déborder. Et puis c'est sûr qu'on s'est aménagé dans ce qu'on appelle les bassins versants, les zones inondables, mais les rivières, naturellement, elles vont adapter leur cours d'eau. Et donc, les solutions basées sur la nature, c'est par exemple, je prends un exemple dans le cas de la Hollande, qui s'est adapté. Ils ont décidé d'arrêter de se battre contre la nature. Ils vivaient également vous savez que la Hollande, la majeure partie du territoire est en dessous du niveau de la mer. Ils ont arrêté de se battre contre la nature. Ils ont demandé, il y a une acceptabilité sociale aux agriculteurs de laisser leurs champs. Et il y a une indemnité. Et de ne pas construire dans les endroits justement où les rivières naturellement vont déborder pour préserver d'autres secteurs où on a des infrastructures justement à préserver. Soit les digues ou faire un minimum d'aménagement pour être capable justement de se préserver des endroits où on a. Pour les canicules, c'est pareil. Je vais vous donner un exemple. Toutes les architectures dans le Maghreb, il n'y a personne qui va construire avec des murs en noir. Toutes les architectures sont normalement faites, non seulement pour des murs blancs, réfléchir le plus possible le rayonnement, parce qu'il est très important évidemment dans ces régions-là, où il fait très chaud en été, mais avoir une ventilation intérieure qui est naturelle. Si vous allez au Sahel, moi je rentrais des fois chez les gens, j'étais plusieurs fois en projet de collaboration avec les Sahéliens, vous rentrez dans une maison, il fait pas 40 degrés. Il y a une ventilation intérieure qui réfléchit justement pour être capable de ventiler et d'éviter justement d'avoir des températures trop chaudes. Donc, on a également, il y a un certain nombre d'initiatives qui sont en train de se mettre en place justement pour trouver une façon d'avoir une architecture résiliente. Des bâtiments plus résilients, à la fois aux fortes précipitations, aux canicules, etc. Donc, trouver des solutions en ingénierie, on en a. C'est juste que souvent, on les utilise pas ou ça nous oblige à transformer nos façons de faire. Puis le dernier élément, parce qu'on va vivre tout ça, des changements majeurs en ce qui concerne les canicules, les tempêtes, les inondations, trouver une façon d'arrêter, de faire en sorte que notre système humain dépend uniquement de la façon dont on a géré dans le passé nos infrastructures. Alors, je parlais de ça tout à l'heure. Je vais vous donner encore un bel exemple. Ça se passe à Vancouver. Ils ont utilisé les connaissances ancestrales des Premières Nations avec les architectes pour leur dire on va développer des architectures résilientes. Le niveau d'eau va pouvoir monter, mais il n'y a aucune cave, il n'y a aucun bâtiment qui va être affecté. On va mettre ça, par exemple, j'exagère, sur pilotis, pour être capable de vivre une partie de l'année sous l'eau, mais sans avoir à interrompre nos activités. Et les populations autochtones le faisaient autrefois aussi. Voilà. En fait, au lieu de toujours essayer de trouver une technologie puis pour contrer la nature, c'est justement de vivre avec. Absolument. Développer notre savoir-faire, savoir-être et savoir traditionnel. C'est les 4 mots-clés. Puis dans le domaine qui me concerne, je travaille beaucoup aussi sur les risques de désastres. Évidemment, les inondations est un exemple. Il faut travailler sur les 4 dimensions de la réduction des risques de désastres. Ça fait partie des solutions, ça. Éducation. L'ignorance, le déni, la bêtise et l'inaction tuent. On le sait, on l'a vu. Je ne parlerai pas de la bêtise aujourd'hui avec vous. De toute façon, vous êtes des gens très intelligents, fait qu'on n'a pas besoin. Mais le déni, l'inaction et l'ignorance, on peut faire quelque chose contre ça. Donc, développer, éduquer, sensibiliser, prévenir,
se préparer, intervenir et se rétablir et ce qu'on appelle faire et reconstruire mieux. Arrêter de reconstruire comme on avait l'habitude de le faire quand on ne pensait pas au changement climatique. Parce que la plupart de nos infrastructures ont été construites sans tenir compte du changement climatique. Okay? Donc ça, c'est vraiment important, c'est fondamental. L'ONU le rappelle. Je fais partie, mon groupe de recherche et moi, on a travaillé sur le dernier rapport, on a contribué derrière un article sur notamment l'impact sur la santé mentale des inondations, par exemple. Et développer justement la capacité de cette fameuse résilience, notamment populationnelle, parce que c'est un processus, la résilience. Pour être capable justement de développer cette capacité de rétablissement, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est pas juste des briques qui sont affectées lorsqu'on a des inondations ou du béton, c'est les êtres humains qui perdent souvent tout. Et c'est extrêmement difficile de se reconstruire. Donc il y a tout un travail à faire sur le rétablissement et développer cette capacité à rebondir, à devenir résilient. Arrêter de se battre contre la nature, puis dire, bon, ok, elle sera plus comme avant. Il va falloir justement qu'on compose avec. Puis comment on peut composer avec? Je donnais quelques exemples tout à l'heure, mais il y en a plein, des solutions. Les solutions, encore une fois, c'est pas qu'elles manquent, c'est souvent qu'on les applique pas. Et que nos gouvernements tardent à changer la façon dont on fait le développement. Où est-ce qu'on peut se renseigner, justement? Où est-ce qu'on peut aller voir où sont les solutions? Alors, il y en a, le dernier rapport de l'ONU en fait un état complet. Le rapport final, d'ailleurs, le Working Group 2 est sorti avec le Working Group 1. Le Working Group 1, c'est la partie sciences du climat. Le Working Group 2, c'est tout ce qui concerne l'impact et l'adaptation. Ils en ont fait une série de solutions. Parce qu'elles existent. Elles ont été appliquées, elles fonctionnent dans certains pays. On ne peut pas appliquer toutes les solutions dans certains pays par rapport à d'autres pays, parce que simplement on n'a pas les mêmes conditions météorologiques ici ou climatiques au Canada qu'on en a par exemple en Europe. Mais les solutions existent. Alors, le rapport du GIEC est une très bonne source. Les sources officielles également de l'ONU. Il y a donc le groupe dont je parlais tout à l'heure, qui est United Nations Disaster Risk Reduction, qui vient de publier d'ailleurs l'année dernière son Global Assessment Report, un peu comme le rapport du GIEC, et qui propose aussi un certain nombre de façons de faire pour réduire les risques de désastre. C'est une capacité d'être résilient. Si on meurt pas, déjà on est un peu plus résilient, mettons. Bon. Puis on est capable de rebondir, justement. Donc, et il y en a un certain nombre de solutions. Et une des solutions fondamentales, parce que vous allez vivre là-dessus, vous allez vivre votre génération, c'est non seulement être capacité de rebondir, mais être capacité d'anticiper. Souvent, le problème qui nous affecte aujourd'hui au Québec avec les inondations et qui va nous affecter malheureusement, parce qu'à moins qu'on change la façon de faire, c'est qu'on attend que les crises se produisent pour réagir. On est réactif et non proactif. Voilà, exactement. Il faut développer cette capacité proactive d'anticipation. C'est d'ailleurs la différence entre la résilience et l'adaptation. Souvent, l'adaptation, on attend que ça se produise, puis on s'adapte. Non, il faut développer cette capacité d'anticiper, proactivité, avant que les crises arrivent, parce que ça nous permet justement de mieux intervenir, de mieux se préparer et surtout de mieux se rétablir, parce qu'on va réduire évidemment les conséquences. Alors, intelligence artificielle, oui, c'est un outil d'ailleurs, juste une question de sémantique, il n'existe aucune intelligence artificielle, aucune. Il y a juste l'intelligence humaine, ouais, ou l'intelligence naturelle. L'intelligence artificielle est simplement des algorithmes développés par les humains. Donc on devrait plutôt parler d'algorithmes humains qui permettent de développer une autre interrelation de choses auxquelles on n'avait pas pensé, notamment le système de Big Data. Alors dans le domaine de la météo et des outils de modélisation, c'est de plus en plus utilisé, parce qu'on va aller chercher une information pas nécessairement traditionnelle, comme les systèmes d'observation ou des modèles qu'on connaît théoriquement, ou une façon en fait d'assimiler les données observées, mais on va utiliser d'autres types d'informations qui vont mettre une valeur ajoutée dans le modèle pour être capable d'améliorer. Et on le voit à l'heure actuelle, il y a des systèmes d'intelligence artificielle, de deep learning, machine learning, qui sont capables justement d'améliorer les outils pour en faire des outils plus précis en termes de prévision. Maintenant, je ne crois pas personnellement qu'en dehors de l'intelligence humaine, il n'y a personne qui va penser à notre place comme quoi faire, comment réagir. Par contre, certains algorithmes pourraient nous aider à anticiper certaines choses ou à trouver des solutions pour minimiser les impacts ou mieux se rétablir. Ça, tout à fait.
Modéliser certaines choses ou Voilà. faire des connexions que nous, on ne fait pas. Ouais. Mais on n'est pas à l'époque de Gladys, là, qui va nous Non. dire... Non. C'est dommage. C'est dommage. L'intelligence humaine, c'est elle qui va nous sauver. C'est pas le reste. C'est pas elle qui nous a mis dans le pétrin jusqu'à présent? Oui. Disons, une certaine dérive de l'intelligence humaine qui a fait en sorte qu'on s'en est pas nécessairement bien servi ou elle n'a pas desservi l'intelligence collective. Parce que ça aussi, c'est quelque chose de fondamental. On doit développer notre capacité à rebondir, d'anticipation, parce qu'on a besoin de redévelopper l'intelligence collective. On est beaucoup dans l'intelligence individuelle, n'est-ce pas, messieurs, dames, y compris moi-même. Personnel, Voilà. En tant que personne. On est rendu à une société qui est extrêmement individualiste. Alors, le développement des réseaux sociaux, les téléphones, fait en sorte qu'on est dans une bulle. On vient de passer, en fait, aussi la période de la Covid, a fait en sorte qu'on s'est énormément renfermé sur nous-mêmes. Ça va être très difficile, d'ailleurs, dans toutes les sociétés, y compris la société, je dirais, nord-américaine, de retrouver cette capacité à retravailler ensemble. Et comme dit le proverbe, c'est pour moi qui le dis, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va beaucoup plus loin. Puis ça c'est fondamental. L'intelligence collective, c'est ça qui va nous sauver, quand elle est bien utilisée et bien organisée. Je pense qu'on va finir là-dessus. Qu'est-ce que t'en penses? C'est beau, hein? On se souhaite d'être intelligent collectivement. On est un peu cynique jusqu'à maintenant, puis là on trouve un peu d'optimisme. Monsieur Gachon, Philippe, merci beaucoup d'être passé à l'émission, c'est extrêmement apprécié. On espère que la tempête va pas trop venir nous rejoindre après, mais On espère un peu de soleil, je pense. un peu de soleil, ça fera du bien. Hein? Merci beaucoup. encore, ouais. Merci à vous, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci. Ben, merci à Philippe Gachon qui a pris le temps de venir nous parler de météo, de climat, de résilience. Il y avait plein de thématiques super intéressantes. Moi, j'ai appris énormément de choses, je pense, pour ma culture générale, mais aussi comme pour apprendre à déjà relaxer, parce que ce qui nous ramène à ça aussi, c'est l'éco-anxiété. On en a pas parlé dans l'émission, mais je pense que psychologiquement, ce sujet-là, il est lourd. Il y a quelque chose de très générationnel, il y a quelque chose de lié au domaine du scientifique, à la politique aussi. En tout cas, j'invite tout le monde à aller lire les rapports puis les solutions qui sont proposées par l'ONU puis par les différentes instances qui travaillent sur les changements climatiques, mais c'était une belle émission, hein? Ben moi, je me perdu à Isotopique, fait que ça fait 20 minutes que je râle. Là, non, pour vrai, c'était vraiment intéressant. Puis, on disait après l'émission, spoiler alert, mais... On joue avec la matrice en termes de timing. C'est Inception On un sait peu, pas hein. dans quel moment du temps on est. Cette émission a été enregistrée en 2025. Les gens sont comme, oh malade, on a des effets spéciaux de fou! De ouf pour les Français. Je traduis toujours. Merci. Ça fait plaisir. Non, mais pour vrai, c'est le fun parce que souvent, on a beaucoup de cynisme par rapport au changement climatique et je dirais un peu à la planète qui change, mais notre invité cette semaine avait énormément beaucoup de positifs à dire et beaucoup de, tu sais, on va y arriver. Et c'est le fun, en fait, de la petite tape dans le dos, justement, de, ben écoute, on est capable, allons-y tout ensemble. Et puis... Ceci étant dit, il faut pas se reposer sur ses lauriers non plus. Je pense qu'il faut être actif pour s'adapter et pour, comme tu dis, se préparer à tout ça aussi, être proactif. Mais oui, effectivement, il y a une grande part du discours qui est laissé à tout l'aspect solution, fait que ça fait Est-ce du bien. qu'on revient au discours de M. Stephen Harper? Travaillons ensemble. Non? Avec du café Tim Hortons et un pick-up? Non? OK. Pour vrai, Bon. là, de toutes les personnes que je rencontre qui ont vécu sous Harper, qui ont été dans des disciplines scientifiques vraiment très variées, là, c'est comme... Ça marche pas, son affaire. Oui, hein? Ouais, il a coupé il- partout, là. Partout. C'était Il y a l'austérité, rien qui a été épargné. Si vous êtes un scientifique, ne votez pas conservateur. Et on est à la dernière de l'émission, Hélène. Oui. C'est comme... C'est Tu fou, vois? on dirait un marathon où je vois le fait de l'arrivée. Moi, je veux quand même qu'on s'excuse pour tous les vendredis où on n'a pas été présent au rendez-vous, parce qu'il y en a eu quelques-uns, mais il faut... Ben, quand même, là, 3 ou 4. Faut... Ben oui, enfin. En tout cas, je présente mes excuses au nom d'Apéro Cigare. On est quand même 3 personnes derrière le projet. Il y a Jeffrey Hull, que vous entendez en ouverture d'émission. Il y a moi-même, Hélène Bernardo, avec ma douce voix suave. Il y a aussi Eric Hinch, qui nous accompagne au son, qui est un peu le magicien derrière tout ce que vous entendez. Puis on est en lien avec la radio CKIA, faut mettre tout ça sur les plateformes, faut pousser sur les réseaux sociaux. La meilleure chose que vous pouvez faire, c'est
mettre des likes, puis nous suggérer aussi ce que vous avez envie d'entendre, nous faire des retours, pourquoi pas débattre aussi sur toutes nos plateformes. Puis on va essayer de revenir à la saison prochaine un petit peu plus organisé, puis présent. Mais là, petit peu plus organisé. On peut juste être plus organisé, Hélène. Je suis une politicienne dans l'âme, moi, fait que... Nous allons travailler ensemble. Mais justement, on parle de ce qui s'est passé cette année. Qu'est-ce que tu as aimé, toi, dans cette saison d'Apéro Cigare? Est-ce qu'il y a une émission qui t'a marqué, ému, insatisfait, laissé sur ta faim, ou au contraire, où tu as appris plein de choses? Ou... C'est quoi ton bilan? Je te dirais que, de un, la première chose, c'est nos invités. Je veux dire, un immense merci à toutes les personnes qui ont accepté l'invitation de venir nous parler parce que c'est des gens absolument qui ont été fascinants. Effectivement, on a eu Philippe au niveau du climat, on a eu la justice climatique avec Laurence et Victor et Laurence. On a eu la Chine, l'Iran. On a eu un député. La Coupe du Monde au Qatar. On a eu la Coupe du Monde au Qatar. On a eu la gentrification, c'est vrai, avec un photographe et 2 chercheuses. Donc, on a eu des gens de tous les horizons, puis des gens absolument fascinants. Clairement, je dirais que l'épisode du Qatar, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé le sujet. Ah, tu m'as volé mon... Non! Ben non, je vais aller pour la Chine d'abord. La Chine, Béatrice Zani, est une personne absolument fascinante. Moi, j'ai adoré son énergie, sa passion aussi pour le sujet de la Chine. Et honnêtement, c'est un sujet qui est tellement vaste qu'on aurait pu en parler, je pense, pendant... On aurait pu avoir une suite en ce moment-là. Mais t'as un petit soft spot pour la Chine. Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que c'est un sujet qui m'interpelle beaucoup. Mais j'ai beaucoup aimé cet épisode-là. Ouais. Puis toi, je pense que c'est la Coupe du Monde. Hein? La Coupe du Monde, j'ai trouvé ça malade. Pour vrai, dans la vie, là, je m'en fous du sport. Mais... Qui trippe sur un épisode sur la Coupe du Monde? Ouais, c'était malade parce que ça a quand même... tu sais, on a parlé de plein d'enjeux, puis de tout l'aspect politique qui est caché derrière le sport, ça m'intéresse énormément. Tu sais, le fait qu'il y ait des controverses, mais qu'au final, les pays occidentaux se regardent jamais dans le miroir. On a parlé de tout ça, puis l'invité avec qui on était était super intéressant, puis super passionné, puis en plus d'être passionné de géopolitique, il était passionné de sport, fait que je trouve qu'il y avait une belle dynamique. On l'a sorti à la période de la Coupe du Monde aussi, puis non, c'était le fun, on a beaucoup rigolé. On a fait un épisode aussi sur la photographie, puis tu sais, les engagements politiques qu'il y avait derrière l'art. On a fait ça avec Drouster, puis c'était quand même un épisode assez émouvant. Je trouve qu'on a échangé, tu sais, on était comme tous au même niveau, puis on a pris le temps, c'était très bienveillant. Fait que j'ai aimé ça. Un peu sur le même mood que l'épisode sur l'immigration et l'identité québécoise qu'on avait fait avec Sabine, qui je pense pourrait être fait avec plein d'autres personnes super intéressantes avec des parcours... variés. En tout cas, j'ai beaucoup aimé cette saison. Merci Jeff d'être un collaborateur aussi passionné, même si t'es complètement désorganisé et que c'est à cause de toi qu'on n'arrive pas à enregistrer. J'attendais j'étais comme moi, il y a des fleurs, c'est clair qu'il y a le pot. C'est clair qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Puis tu sais, j'étais résilient, tu vois. Oui. On a parlé de résilience. Je m'adaptais. Je savais que ça s'en venait. Merci à toi, Hélène, parce que honnêtement, t'as clairement amener la structure, le vocabulaire, t'es la pensée philosophique de cette émission. Le niveau intellectuel. Mais absolument, Hélène. Mais heureusement que tu fais des jokes, parce que si j'étais seule, je pense que ce serait comme une discussion, tu sais. Ce serait pas Apéro Cigare. Non, là, ce serait... L'entrevue avec un chercheur, là, je pense. Ouais. Je pense qu'on se complète bien parce que justement, on a cette dynamique-là entre... on est toujours en train de s'auto... Clairement, Hélène. Voyons donc. Je veux dire, on se pompe le torse, c'est tout. Je veux dire, on a le droit d'un peu de mérite. Ça fait quand même, 13 épisodes? C'est le 13e? Oui. On a fait 13 épisodes de 56 minutes. En fait, on a fait un épisode de 2 heures où ça, c'était un marathon, là. C'était l'enfer. C'était tough. J'étais seule face à 3 hommes cis hétérosexuels. Clairement aborder le sujet d'Obama. Ouais. Ça, c'est un no-go. Ouais, je vous invite à le réécouter. C'est un épisode fort en émotion, là. C'était vraiment n'importe quoi. Donc, quand même, il faut se donner un peu de mérite. Moi, la première chose que je dirais aussi, c'est qu'on a un plaisir fou. Et ça, c'est grâce, justement, à Eric, à toi, Hélène. Et je le referai n'importe quand. Et merci. Ça tombe bien, on va le refaire en septembre. À part si on fait apéro cigare part en vacances.
Apéro cigare en vacances, là, genre les 3 dans les Caraïbes, non? Ça va? Ouais, ben, je pense qu'on n'a pas le budget, mais... Non, pas toutes. Mais, avec notre 17,50 par mois. Mais merci. D'abord, merci Hélène d'avoir accepté ce projet fou. On va se retrouver en septembre, c'est certain. Oui. Et pour ceux qui ne nous ont pas encore écoutés, là, pour ceux qui vivent dans une grotte ou en Nouvelle-Zélande ou qui clairement ont décidé de ne plus adhérer à la technologie pour sauver la planète, écoutez-nous quand même. Sur toutes les plateformes, Spotify, Apple Podcasts, nous suivre sur Instagram, nous suivre sur Facebook. Nous suivre dans la rue. Nous suivre... Non. Fait qu'on se retrouve bientôt. Oui. Puis bon été à tous. Ben, on l'attend avec impatience, là, Ben mais... Ouais. Avec la pluie, on n'y croit pas trop. Mais on y croit, c'est comme cet épisode, il faut être positif. Après la pluie vient... Apéro aussi. Allez, salut. Salut. Après la pluie. Chaque épisode, tu fais ça, comme... Salut. Che guarda il caudale